Alors, pour penser l'architecture symbiotique, je suis allée chercher du côté des sciences cognitives. Parce qu'en architecture, on n'a pas tellement d'outils finalement pour penser cette notion-là. L'approche cognitive 4E, elle propose une conception de la cognition comme un assemblage du cerveau, du corps et de l'environnement. Je détaille ces 4 E qui sont incorporés, en français ça fait moins E, incorporé, incarné, inactif et étendu. Alors quand le processus cognitif il se fait dans le corps par autre chose que la structure du système neuronal, on parle de cognition incorporée. Lorsque le processus cognitif il est couplé avec l'environnement, là, on parle de cognition incarnée. Quand l'action, elle est le support de la cognition, on parle de la notion d'énaction, et la cognition étendue, elle externalise les processus cognitifs dans l'environnement. Alors l'hypothèse que j'ai faite est la suivante. Si les dispositifs architecturaux supportaient des activités cognitives 4E, alors l'architecture deviendrait-elle symbiotique? Ce que je teste rapidement avec vous aujourd'hui, c'est cette hypothèse à travers 4 exemples. Donc, le premier exemple, c'est un projet donc, de l'agence Ecologic Studio, Urban Algae Folly. Cette structure, elle a été montrée en 2015 à l'Exposition universelle de Milan. Et c'est un système bionumérique intégré. C'est une conception de l'architecture urbaine où le dispositif de production agricole il fait partie intégrante de l'architecture. En fait, on a des micro-organismes vivants qui sont en quelque sorte encapsulés dans des coussins TPFE. Et ces algues, elles produisent de l'oxygène et des protéines, avec l'énergie solaire, bien sûr. La croissance et la couleur de ces micro-algues évoluent à la fois en fonction des conditions climatiques et de la présence des usagers. Donc je classe cet exemple dans l'architecture incarnée. Ici, les algues, elles jouent le double rôle à la fois de capteur et d'actionneur dans ce dispositif architectural. Elles sont réparties sur toute la surface du dispositif. C'est comme si toutes les parties du corps de cette architecture seraient sensibles et réactives. Ainsi, dans ce dispositif, l'intelligence, elle est distribuée. C'est pour ça que je classe cet exemple dans l'architecture incarnée, où chaque centimètre carré du matériau est actif. Alors là, on a le pavillon de l'équipe d'Hakim Menges, le pavillon Hydroskin. Ce pavillon, il est fabriqué à l'aide de matériaux qui sont hétérogènes et qui sont sensibles à l'hygrométrie de l'air. Les trous qu'on voit, ils se ferment et ils s'ouvrent sur le principe de la pomme de pin. Donc en fait, on a un bois qui est multipli, qui est constitué de différentes couches de bois qui, comme un plaquage assez classique, somme toute, mais avec des bois qui sont différents, ce qui fait qu'ils n'ont pas le même degré de dilatation. Donc, ils ne travaillent pas de la même manière en fonction du même taux d'humidité. Donc, dans cet exemple, on voit que l'architecture, elle peut être couplée à l'environnement dans un lien qui est pour le coup ici unidirectionnel, c'est-à-dire que voilà, c'est
cette hygrométrie ambiante qui va donner forme finalement à l'architecture. Alors ici, on a un exemple dans un autre registre. C'est le muscle NSA de l'agence ONL qui était exposé au Centre Georges Pompidou en 2003. C'est une structure interactive et programmable. Cette structure gonflable, elle a des comportements émergents grâce à un échange de données en temps réel basé sur la conception de jeux multijoueurs. Elle change de forme en se contractant, en se dilatant, et en fonction en fait des réactions des personnes qui passent à côté ou qui se mettent à jouer avec elle. En fait, pour Austerwitz, les composants d'un bâtiment, qu'ils soient fixes ou mobiles, sont le substrat de transmission d'un flux informationnel qui est capable de modifier leur comportement en temps réel. Donc ce muscle-là dont on visite l'intérieur, c'est un dispositif donc interactif pneumatique qui est composé de 72 muscles programmés pour être 72 membres indépendants qui composent un même essaim. Ces 72 muscles gonflables, ils sont commandés par des valves individuelles. Le dispositif, il est programmé pour avoir son propre cycle comportemental, mais aussi réagir à un stimuli extérieur. C'est rendu possible grâce à une programmation multicouche, aboutissant à un comportement imprévisible. ONL, avec ce projet, a matérialisé ainsi le concept de communication bidirectionnelle en temps réel, liant deux éléments actifs. Ici, le dispositif gonflable et les usagers. Donc les gens qui ont eu la chance de voir cette expo ont assez vite compris comment interagir avec cette structure. Donc je classe cet exemple dans la catégorie d'architecture inactive, dans le sens où elle engendre des mouvements de la structure elle-même et également des usagers. Donc là, c'est l'installation, une des déclinaisons de l'installation Illozoic Ground de Philippe Bisley. Ici, on est à la Biennale de Venise en 2010. Cette installation, elle questionne les frontières entre l'humain et le non-humain. Ces dispositifs hybrides sont mi-créature, mi-environnement, mi-mécanique, mi-biologique. On ne sait plus très bien, en fait, quand on est à l'intérieur, quelles sont la nature des choses. Le visiteur, par sa présence, son mouvement, sa respiration, il active une vague de réaction du dispositif. Alors Bisley, il appelle ça l'architecture diffusive. C'est des formes qui maximisent finalement les surfaces d'échange entre un espace clos et ce qui l'entoure. La peau des humains, elle n'est plus envisagée comme la limite du corps humain, mais les limites sont reconsidérées au regard des échanges de chaleur, de flux, d'air entre l'humain et son environnement. Naturel, artificiel ne font plus qu'un. Et je classe cet exemple dans la catégorie d'architecture étendue. Voilà ce rapide voyage entre sciences cognitives et architecture. Pour conclure, je dirais qu'avec la notion de symbiose en architecture, on ne peut plus considérer les édifices de façon isolée, figés, mais ils sont complètement inscrits dans la triade humain, architecture, milieu. Et cette triade, elle met en jeu des acteurs naturels et des acteurs artificiels qui forment par leur échange un système cyberphysique.
Le domaine de la cognition 4E peut nous aider à penser leurs interrelations, porter la circulation d'informations et engendrer des actions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Yann. Est-ce qu'il y a une question ? Il y a une question, madame. Et comment vous imaginez, comment on dit, s'intégrer le 4E exactement dans le pratique, pas nécessairement d'architecture, mais en l'art contemporain, etc., etc. Alors, juste, je précise, je ne suis pas cogniticienne, je suis architecte. Je suis allée emprunter, en fait, ce concept chez les cogniticiens. En fait, ce qui me semble important dans ce domaine de cognition 4E, c'est une notion, en fait, qui cherche à rassembler plusieurs écoles de cognition. Qui n'oppose pas en fait une cognition qui est incorporée à une cognition qui serait externalisée. Dans ma compréhension, c'est des écoles qui s'opposent en fait dans les sciences cognitives, mais voilà, sous réserve d'un expert sur la question. Mais moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est justement la combinaison en fait de ces différentes positions. Voilà, c'est de combiner en fait tout ce qui peut être dans le corps autre que dans le cerveau, ce qui peut être couplé avec l'environnement. Donc là, c'est l'environnement qui vient à soi, mais dans l'externalisation, c'est plutôt le contraire. En fait, finalement, c'est comme si Michel Serres en parlait avec Petite Poucette, que si notre cerveau, il est sur le net là actuellement. Hein. Donc voilà, et c'est essayer de considérer ces 4 points comme complémentaires sans les opposer. Et c'est ça qui m'a semblé intéressant dans cette notion. Voilà. Merci beaucoup. Et on peut applaudir Yann Bierucchi, bien sûr.